politique, merci d'être resté avec nous sur i24 News. Avec Christian Mallard, nous avons la joie d'accueillir notre invité cette semaine, c'est Pierre Lellouche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de Paris, membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Pierre Lellouche, cette nuit, le président américain a mis sur pied un plan de coalition internationale pour lutter contre l'État islamique. Est-ce pour vous la bonne solution ? Il faut en effet une mobilisation de l'ensemble des pays, non seulement occidentaux, mais de la région, pour venir à bout de ce qui est en train de se passer. J'étais la semaine dernière avec François Fillon et 3 autres députés UMP. Valérie Pécresse, je crois aussi, c'est ça. Valérie Pécresse, il y avait Éric Ciotti et Étienne Blanc. Nous étions, avec Fillon, nous étions tous les deux à Bagdad, puis ensuite on a été à la rencontre des chrétiens d'Orient au Kurdistan, à Erbil, dans des conditions d'ailleurs très très compliquées, puisque tout le nord de l'Irak est occupé par Daesh, l'État islamique. Alors il y a plusieurs urgences. Il y en a une, la première, c'est de venir en aide aux 1,5 millions de réfugiés qui sont maintenant au Kurdistan, dont les 120 000 chrétiens qui habitaient dans le nord de l'Irak depuis 2000 ans et qui ont été sortis de chez eux, expulsés. Beaucoup sont morts. Menacés d'extermination ? Absolument. Et puis d'autres minorités aussi ont été massacrées, les yézidis. Vous en avez rencontré certains de ces chrétiens ? Oui, bien sûr. Vous leur avez parlé ? Bien sûr, on a été les voir, ils vivent dans des conditions juste épouvantables. Que vous ont-ils dit ? Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement, à part leurs conditions évidemment effroyables ? Plusieurs choses m'ont marqué. D'abord, le fait qu'ils n'ont plus confiance. Ils ont tellement été torturés, maltraités depuis 25 ans. Ils se sentent abandonnés. Et là, en plus, avec cette guerre civile entre sunnites et chiites, ils font les frais de l'opération, ils ont peur de rentrer chez eux et ils n'ont plus confiance. Et pensez-vous que la France pourrait les accueillir ? C'est-à-dire que là, nous, on n'est pas là. Si vous voulez, le but, c'était quand même pas d'organiser l'exode des chrétiens d'Orient. Non, mais le problème se pose. Oui. J'ai eu un échange avec l'évêque de Karakosh, parce que l'évêque de Mossoul et l'évêque de Karakosh sont réfugiés aujourd'hui au Kurdistan. Tout a été détruit derrière eux. Donc les gens, ils ont peur de rentrer chez eux. Leur maison a été pillée par leurs propres voisins. Et j'ai dit à l'évêque de Karakosh, j'ai dit, vous savez, ici, en Irak, en 1949, il y avait 120 000 juifs. C'était la plus grande population juive d'Orient. Aujourd'hui, il n'y a plus un juif en Irak. Et il me dit, oui, je sais. Mais alors, l'un des deux, l'évêque de Mossoul, m'a dit, mais oui, mais les juifs, ils avaient un endroit où aller, nous, on ne sait pas où aller. Et le second évêque m'a dit, quand les juifs sont partis d'ici, ils nous ont dit, aujourd'hui, c'est samedi, demain, vous verrez, ce sera dimanche. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment de venir en aide à ces gens, c'est ce que nous efforçons de faire à notre retour. Le deuxième volet, c'est bien sûr un volet diplomatique. Et là, nous avons soutenu, bien que dans l'opposition, nous avons soutenu l'initiative de François Hollande d'organiser. Et puis lui n'exclut pas aussi une intervention militaire. Non, mais attendez, il y a un volet diplomatique, faire en sorte que on inclut dans le règlement et l'endiguement de cet État islamique les pays de la région. Et puis il y a un volet militaire. Les Kurdes ont besoin d'armes. Ils ont besoin de soutien aérien, ce sont les seuls qui se battent, puisque l'armée irakienne s'est délitée. Et donc, c'est posé le problème des livraisons d'armes et du soutien aérien. Est-ce que vous avez le sentiment, Pierre Lellouche, qu'à travers le temps, cette coalition internationale qui est mise sur pied peut éradiquer, peut venir à bout de l'État islamique, mais en même temps, quand on sait qu'au sein de cette coalition, je regrette, mais il y a quand même des pays qui ne sont pas fiables. Le Qatar, qui soutient financièrement l'État islamique, qui soutient le Hamas, les islamistes en Libye. Il y a le Koweït aussi. Est-ce qu'on peut compter sur ces gens-là ? Il y a plusieurs problèmes. Si on démarre, et on doit démarrer quelque chose de militaire pour casser ce qui est en train de se créer, c'est-à-dire la prise de contrôle, en fait, de la création d'un État à cheval entre la Syrie et l'Irak, qui viendra menacer les autres États de la région, y compris l'Arabie Saoudite. La Jordanie et tout ça. Bien sûr, la Jordanie, le Liban. Pour que ça marche, il faut plusieurs conditions. La première, c'est d'abord que les tribus sunnites qui sont venues en aide maintenant à ces terroristes reviennent dans le giron de l'État irakien. C'est pas gagné, mais il y a un nouveau gouvernement qui a été créé hier à Bagdad. C'est très important de créer un gouvernement inclusif qui permette la survie de l'État irakien avec des relations équilibrées entre la majorité chiite,
les tribus sunnites et le Kurdistan. Mais un gouvernement qui est quand même très inféodé à l'Iran, qui est quand même pas un pays ami. Attendez, Oui. le précédent, Maliki a mené une politique tellement anti-sunnite il y a 40 000 combattants, 80 000 combattants des tribus sunnites ex-bassistes qui ont rejoint l'armée islamique. Donc la première chose à faire, c'est de les sortir, d'isoler les terroristes. Ensuite, il faut frapper les terroristes. Pour frapper les terroristes, il faut la coopération, là vous avez raison, d'un certain nombre d'États. Il faut que la Turquie arrête de laisser rentrer des wagons de terroristes qui viennent d'Europe ou d'ailleurs. Ils passent tous par la Turquie. Et j'insiste sur le Qatar. Écoutez, c'est pas un hasard si l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Ron Prosor, dit c'est le club med des terroristes. Quand on voit, le Taliban ont pignon sur rue, ils ont un bureau. Méchal. Le jeu du Qatar est vraiment problématique à ce point. Mais au départ, si vous voulez, c'est Qatar et l'Arabie qui ont aidé à créer ce monstre, avec beaucoup de moyens. Aujourd'hui, l'Arabie et le Qatar se sont séparés, parce que l'Arabie a pris conscience que c'était une menace existentielle contre l'intégrité Ils ont ouvert les du yeux, royaume. enfin. Mais le Qatar, officiellement, n'aide pas, mais beaucoup de gens savent que les fondations qataries alimentent Ne pensez-vous pas qu'on n'a pas trop attendu, là, quand Barack Obama fait son discours là, cette nuit, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Pourquoi maintenant ? Madame, ça fait plusieurs années qu'on a trop attendu. Ça fait 3 ans que le conflit syrien a commencé il y a 3 ans. Il n'y avait pas beaucoup d'appétence aux États-Unis. Obama s'est fait élire sur une plateforme de « j'arrête tout ». Aujourd'hui, on est en 11 septembre. Ça fait 13 ans que l'Amérique était en guerre en Afghanistan, puis en Irak. Et donc le mandat d'Obama, c'était d'en sortir. Donc quand la guerre a commencé en Syrie, l'Amérique ne voulait pas y aller, les Européens ne voulaient pas y aller, et on a en quelque sorte sous-traité le problème de l'armée libre et de la résistance syrienne, entre guillemets modérée, on l'a sous-traité aux États de la région. Et chacun y est allé de son djihadiste favori. C'est ça. Les Saoudiens, les Qataris. Le problème aujourd'hui, c'est qu'Obama dit on a attaqué les positions de l'État islamique en Irak, maintenant il faut les attaquer en Syrie. Est-ce qu'en faisant cela, on ne prend pas le risque quand même, quelque part, de faire le jeu de Bachar el-Assad, parce qu'on sait quand même pertinemment que l'armée de libération syrienne ne fera pas le poids face à l'État islamique. Donc on va faire le jeu de Bachar el-Assad, le jeu des Iraniens. Mais il y a eu une erreur d'analyse complète sur Bachar el-Assad, le poids de l'Iran et de la Russie dans cette affaire. Nous, moi j'ai dit ça, François Fillon a dit plusieurs fois, la solution de la Syrie, on s'est même fait incendier dans la presse française. Il y a 1 an à peu près, nous étions avec Poutine, on parlait beaucoup de Syrie. On ne pouvait pas trouver une solution à la Syrie sans un accord avec l'Iran et surtout avec la Russie. La Russie n'avait aucune envie de laisser tomber Bachar el-Assad, et tant que les armes arrivaient pour l'armée de Bachar, il n'est pas tombé. Par contre, beaucoup d'armes et beaucoup d'argent sont arrivés, beaucoup de djihadistes sont arrivés du monde entier, qui ont éliminé la partie modérée, et c'est devenu un véritable cratère de révolution islamiste, radicale, terroriste. Et c'est ça qui a ensuite contaminé l'Irak, lui-même d'ailleurs en prise à une crise politique, puisque Maliki n'a jamais su réconcilier les Irakiens. Et donc on est dans ce foyer où, de facto, les grandes puissances ont largement perdu leur influence. Et beaucoup de puissances régionales, maintenant, ont des pions. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que quand même, quand voulant sauver l'Irak qui est menacé de désintégration, on prend le risque aussi de faire le jeu de l'Iran, qui va avoir sa bombe nucléaire, qui est en train de rire des Américains, qui se moquent des Occidentaux. Il y a les Iraniens derrière qui vont ramasser la mise. Mais M. Mallard, il n'y a pas de solution dans cette région du monde sans l'Iran, sans un accord avec l'Iran, sans la participation de la Turquie, parce que toutes ces révolutions arabes, là, depuis 3 ou 4 ans, elles sont habituées à quoi ? À affaiblir massivement le monde arabe, à faire éclater un certain nombre de pays, je pense à la Libye, c'est pas du tout fini. C'est catastrophique. À menacer les pouvoirs en place. Les puissances qui sortent fortes de cette crise depuis 4 ans sont les puissances musulmanes non arabes. Les chiites avec l'Iran, les sunnites avec la Turquie. Et la question qui se pose, c'est qui va contrôler les réserves de pétrole et de gaz de la région. Bien sûr que l'Iran est un problème, mais sans l'Iran aujourd'hui, pour régler la situation, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que... Donc ils sont incontournables. Vous dites que l'Iran est indispensable finalement dans ce jeu-là. La présence de l'Iran à une conférence internationale sur l'avenir de l'Irak, c'est-à-dire du Golfe, est incontournable. Est incontournable, bien sûr. Pierre Lelouch, vous avez eu souvent l'occasion de vous rendre en Israël. Israël qui a donc connu cette opération bordure protectrice. Depuis très longtemps, oui. Qui a duré 51 jours.
Israël n'a pas réussi à démilitariser Gaza, puisque le Hamas est toujours en train de construire des tunnels. Le Hamas ne reconnaît pas l'État d'Israël. Est-ce qu'on est à nouveau face à une nouvelle guerre? C'est-à-dire là, on est juste en pause finalement, et ça va reprendre. Écoutez, moi j'ai été très critique, y compris à la Commission des Affaires étrangères en France, lors de la venue de responsables israéliens, très critique à l'égard de la politique de Netanyahou, parce que je pense que c'est une politique à courte vue. Je pense qu'il faut aider et non pas affaiblir les Palestiniens de Ramallah et faire en sorte de les aider à reprendre le contrôle des choses. Mais le Hamas ne peut pas. Oui, mais à force de ne pas arriver à un accord et de ne pas trouver un accord sur les frontières avec la Cisjordanie et un règlement avec Mahmoud Abbas et toute l'équipe qui sont des modérés, je veux dire, on a affaire à des gens qui ont été formés aux États-Unis, je les connais, les Palestiniens de Cisjordanie, mais à force de grignoter des territoires, à force de constamment bétonner, on crée une situation où politiquement c'est intenable pour ces gens. Et on a vu juste avant l'été, Mahmoud Abbas, pour survivre, se rapprocher du Hamas et reconstituer un gouvernement d'union nationale qui lui a donné lieu à la guerre. Et maintenant, il veut divorcer, parce qu'il voit bien que le jeu des autres, il voit bien le jeu du Hamas. Ils ont tenté un coup contre lui au mois d'août, ils voulaient le renverser. Mais bien sûr, le Hamas, c'est une équipe de terroristes reconnue comme telle, et il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que si ce n'est pas la bonne solution, quelle solution mais en plus, militairement, c'est très compliqué. Quand on est une démocratie et qu'on fonctionne dans la transparence médiatique mondiale, d'aller bombarder une zone qui est Gaza, que je connais depuis très longtemps, qui est une zone urbaine absolument dense, dans laquelle les terroristes s'installent dans les écoles, les appartements, les mosquées. Comment vous faites pour intervenir là-dessus? Soit vous envoyez les soldats au sol et c'est une boucherie, soit vous frappez par l'arme aérienne et c'est une boucherie politique et médiatique pour le pays qui le fait. Donc c'est perdant-perdant. Donc il faut essayer. Mais moi, je n'ai pas de leçon à donner à l'État d'Israël. Je pense, si vous voulez, que ce que je crois, c'est que par rapport aux révolutions arabes depuis 3 ou 4 ans, à ce qui se passe dans le Golfe, l'affaire israélo-palestinienne, c'est, j'allais dire, un tout petit problème. Le problème de fond, c'est celui qui est le problème géopolitique, oppose aujourd'hui les sunnites et les chiites, et on est en train de revoir la recomposition du Golfe 90 ans, presque un siècle, après la création de l'Irak, de la Jordanie, après la Première Guerre mondiale, car ces pays ont été créés par la France et l'Angleterre sur les décombres de l'Empire ottoman. Complètement. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la recomposition du Golfe. Dans tout ça, le conflit israélo-palestinien est une mini-chose, et qui donnait d'ailleurs aux responsables israéliens et palestiniens, il y avait une fenêtre, il y a toujours une fenêtre politique pour en sortir rapidement, parce que ça reste un irritant. Il faut un accord sur les frontières. Est-ce que c'est le plan de paix arabe de mars 2002, je répète, qui stipule la reconnaissance du droit à l'existence d'Israël par l'ensemble du monde arabe en échange du retrait des territoires aux frontières de 67. Mais Israël n'est pas prêt à accepter les frontières de 67. Oui, enfin, il y avait Pierre Lelouch. Mais moi, je veux pas. Encore une fois, c'est pas à moi de tracer les frontières. On n'est pas à ça explico. Mais les Israéliens eux-mêmes, avec les Égyptiens, à Taba, c'était en gros mis d'accord, même en détail mis d'accord sur les frontières, y compris sur Jérusalem. Ces accords, ils ont été négociés longtemps. Ils existent. Et je pense qu'on ne serait pas loin d'un accord s'il y avait la volonté politique d'y arriver. Simplement, la situation interne de la vie politique israélienne, le système proportionnel, des partis de tous les côtés. Donc vous dites que Bibi Netanyahou a eu la mauvaise méthode? Mais c'est pas, encore une fois, c'est très compliqué pour moi de rentrer dans la politique intérieure de tel ou tel, mais je pense qu'une chance pour la paix a été ratée, qu'elle est toujours là, parce que personne ne veut continuer ce conflit, ni les Israéliens qui ont autre chose à faire, ni les Palestiniens. Et puis la vraie guerre, c'est pas là, encore une fois, le vrai sujet est ailleurs. Profitons du fait que le fond du sujet se décale ailleurs pour régler ce problème qui est relativement mineur, qui se résume à un tracé de frontières, s'agissant de la Cisjordanie. Et si on conforte le gouvernement en Cisjordanie, vous donnez une chance après
de trouver un deal avec les Gazaouis qui en ont marre de prendre Et on aussi fait des reculer bombes les sur la tête. terroristes. On fait reculer les terroristes. Ce qu'il faut, c'est isoler les terroristes du reste de la population. Si vous créez une situation qui est insupportable pour la population, il y a no future, pas d'avenir, sauf faire la guerre, vous créez un nid permanent de terrorisme et une alimentation permanente de foyers de guerre. Donc il faut un autre interlocuteur que Mahmoud Abbas. Parce que c'est lui c'est pas Israël qui va isoler la population palestinienne. Non, mais Mahmoud Abbas, c'est le seul choix qu'il ait pour l'instant. C'est le seul choix. Mais je crois qu'il faut aider les responsables palestiniens. Et les aider, ça veut dire les conforter, négocier, trouver des solutions. Mais encore une fois, on est malheureusement dans une situation où la politique intérieure, de part et d'autre d'ailleurs, fait que c'est le court terme qui l'emporte sur des solutions à long terme qui sont indispensables. Mais on voit bien que les murs sont franchis par les missiles. Autant de murs que vous voulez, on met des missiles. Merci, Pierre et qu'une fois qu'on est retranché dans des zones urbaines, c'est compliqué. Merci infiniment d'avoir été notre invité. À très bientôt. Tout est politique. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission, un nouvel invité.